Merci Madame Morel d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes docteur en psychologie et psychanalyste à Lille et à Paris. Vous co-animez un séminaire clinique à l'UHSA de Seclin, qui dépend du CHRU de Lille. Et vous êtes auteur de plusieurs livres, dont votre dernier, Terroriste, les raisons intimes d'un fléau global, qui est paru aux éditions Fayard. Je vous laisse la parole. Merci. Je vous remercie de votre accueil. On m'a demandé d'intervenir sur les traumas infantiles dans le parcours de terroriste. Je vais vous expliquer ma démarche, mais je voudrais d'abord simplement, après l'intervention précédente, vous dire que le sens du mot trauma tel que j'utilise n'est pas identique à celui que vous avez entendu. Alors je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais moi je me réfère plutôt à une définition, même si je ne le redis pas en détail, je me réfère à une définition freudienne du trauma, c'est-à-dire quelque chose qui se passe en deux temps, et qui n'est pas forcément quelque chose de traumatique au sens d'une catastrophe, c'est-à-dire qu'on peut être l'objet d'un trauma infantile, simplement parce qu'on a vu quelque chose qui vous déplaît, on a vu un mauvais film, enfin c'est pas forcément être noyé dans la baignoire, enfin vous voyez, c'est pas des choses forcément traumatiques, ça peut, mais c'est pas forcément des choses traumatiques au sens, disons, usuel, enfin au sens du langage populaire. Simplement, ça devient traumatique selon Freud dans un second temps, c'est-à-dire quand on passe de la sexualité infantile à la sexualité adulte, au moment de l'adolescence, enfin adulte entre guillemets, parce que ça ne veut rien dire, mais bon, voilà, je résume. Et à ce moment-là, il y a une sorte de réinterprétation de ce qui s'est passé dans l'enfance, de manière beaucoup plus violente, d'une certaine façon, et liée au fantasme du sujet, c'est-à-dire que donc le sujet produit lui-même une part du trauma par ses interprétations. C'est ça qu'il faut bien saisir, quoi. Il n'est pas entièrement passif par rapport à ça. Il interprète, il a des fantasmes, il construit. Voilà. Donc je commencerai par vous raconter brièvement ma démarche, celle qui m'a conduite à écrire ce livre. Donc j'étais en décembre 2014 au musée de l'histoire allemande à Berlin, et j'ai visité une exposition qui s'intitulait RAF, c'est la fraction armée rouge, violence terroriste. Elle était consacrée donc à la bande Abadher. Et on y voyait notamment la moto rouge d'où avaient été tirées les balles qui ont abattu le procureur Boubac en 1977. On voyait des affiches de style Wanted avec tous les membres recherchés de la bande Abadher, dont certains qui avaient déjà été capturés étaient barrés d'une croix sinistre, qui avaient déjà été tués d'ailleurs. On voyait des photos de la prison de Stammheim où Baader Meinhof et quelques autres se sont suicidés. Et on voyait les portraits assez détaillés des victimes. Mais il n'y avait rien sur les terroristes eux-mêmes. Et en voyant un petit film dans cette exposition, un petit film amateur montrant le visage enjoué d'Andreas Baader en train de se livrer à une sorte de théâtre de rue lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est donc arrivé? Et l'exposition n'indiquait rien sur ce plan. Elle avait d'ailleurs suscité une controverse à cause de son parti pris de ne rien dire de l'histoire et du trajet personnel des terroristes. Pourquoi se priver d'un moyen précieux d'étude, avaient remarqué certains critiques. Ne peut-on enfin regarder certaines choses en face? Depuis l'apparition en 1985 du livre « La destruction des Juifs d'Europe » de Raoul Hilberg, on sait bien que l'étude des agents, des bourreaux, nous a livré un savoir irremplaçable. Cette exposition, qui était donc en décembre 2014, m'a décidé à lire Je me suis dit, mais il faut que je lise des autobiographies de terroristes pour répondre aux questions qu'elles m'avaient suscitées. Et j'ai commencé par celle d'Anna Laura Braghetti, la seule femme qui faisait partie du commando qui a séquestré et assassiné Aldo Moro en 1978 et qui raconte ses souvenirs d'enfance et d'adolescence. C'était traduit en français. 15 jours après mon voyage à Berlin, il y avait les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher qui nous ont tous frappés d'horreur. Et j'ai vu ressurgir la même controverse qui avait été lancinante en Allemagne depuis des années et qui refaisait surface en France avec l'idée que chercher à comprendre serait déjà une forme de quasi-complicité avec les assassins. Cette idée révoltante pousse à la censure et à l'ignorance. J'ai donc continué à lire des autobiographies de terroristes du XXe siècle, de diverses époques et lieux, en contrepoint de mes rencontres avec des djihadistes dans une UHSA du nord de la France, c'est-à-dire une unité hospitalière spécialement aménagée. Bien qu'il y ait nombre d'excellentes études sociologiques, politiques et psychologiques, il nous manquait encore à l'époque une clinique du terrorisme, à savoir de véritables études de cas qui explorent pourquoi,
dans des conditions socio-historiques et politiques identiques, seuls certains individus, heureusement peu nombreux, passent à l'acte, au contraire du plus grand nombre. Qu'est-ce qui les distingue? Un psychanalyste ne croit pas au profil type, car il travaille sur des cas individuels, toujours singuliers, et n'en tire éventuellement des hypothèses sérielles que par induction. Donc ma recherche ne se proposait pas d'établir une typologie de profil psychologique des extrémistes, ni de discuter dans quelle proportion ils seraient ou non dérangés d'un point de vue psychiatrique, ce qui exigerait d'ailleurs des données fiables dont on ne dispose pas à ma connaissance. Il ne s'agissait pas non plus d'échafauder une théorie unifiée du terrorisme à partir de mes propres intuitions psychopathologiques et spéculations préalables. Mon idée est en revanche que le trajet d'un individu, étudié précisément à partir de ses propres mots, en prenant en compte, comme on le fait dans une psychanalyse, ce qu'il dit, souvent sans se rendre compte qu'il le dit, peut être paradigmatique et éclairer à lui seul bien des causes du terrorisme. Cette méthode relève de la psychanalyse appliquée qui a gagné ses lettres de noblesse depuis Freud, par opposition à la psychanalyse où on a quelqu'un sur le divan. Or, si c'est rarement le cas aujourd'hui, jusqu'au XXe siècle, de nombreux extrémistes écrivaient leurs mémoires, souvent en prison ou après leur sortie de prison. Il n'est évidemment pas question de mettre sur le même plan un anarchiste du XIXe siècle, un terroriste du XXe siècle et un djihadiste du XXIe siècle. Donc, dans mon travail, j'ai restitué à chaque fois le contexte précis où évoluaient ceux que je lisais en m'appuyant sur des études d'historiens, de politologues et de sociologues, spécialistes des mouvements auxquels ils appartenaient, et aussi sur des biographies quand il en existait. Il n'était évidemment pas question d'entreprendre une étude encyclopédique. À part les djihadistes qui visent un terrorisme mondialisé, je me suis limitée à des extrémistes qui attaquent les sociétés démocratiques dans lesquelles ils vivent. J'ai donc choisi des mémoires autobiographiques d'anarchistes français, anglais et italiens de la fin du XIXe siècle, puis, sautant presque un siècle, des ouvrages écrits par des membres des Weathermen, un groupe révolutionnaire fondé en 1969 aux USA, qui luttait pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam, et des récits des membres des Brigades Rouges en Italie dans les années 70-80, vu qu'il y en a un grand nombre qui ont fait 15 ou 20 ans de prison et qui ont donc eu le temps d'écrire leur mémoire. En ce qui concerne les djihadistes contemporains, plus que sur la documentation disponible, souvent de seconde main, souvent journalistique ou sociologique et de seconde main, je me suis appuyée sur des entretiens que j'avais menés moi-même, notamment avec des personnes incarcérées, et sinon, parfois sur des témoignages écrits aussi, par les intéressés eux-mêmes. En quoi lire et déchiffrer les autobiographies de terroristes du passé nous éclaire-t-il sur le présent? Parce qu'on y retrouve des caractéristiques qu'on pourrait croire nouvelles chez les terroristes de notre époque et qui ne le sont nullement. Du coup, cela donne d'autres orientations, nous sortant de ces binarismes qu'on a entendus comme islamisation de la radicalité ou radicalisation de l'islamisme, qui ont tourné en boucle et hypnotisé la réflexion. Enfin, je crois que maintenant on est un peu sorti de tout ça. On s'aperçoit aussi que des savants, des psychiatres ou des juristes qui étaient confrontés au terrorisme depuis le XIXe siècle, et en particulier au moment de l'anarchisme, spécialement en France d'ailleurs, ont travaillé à fond sur ces questions, remontant même aux martyrs des siècles passés. Du coup, le rôle différentiel controversé de la religion dans le terrorisme djihadiste peut être éclairé par la comparaison avec divers autres terrorismes. Parmi les questions que j'ai essayé de résoudre grâce au cas que j'ai présenté, il y a celle du mode d'entrée dans le terrorisme. S'agit-il d'un glissement progressif, comme on l'affirme souvent, en prenant d'ailleurs à la lettre ce que racontent les djihadistes, je l'ai moi-même constaté à l'UHSA, ou d'un basculement qui survient à un moment précis, comme je l'ai observé? Et quelle est l'importance relative, dans l'embrigadement extrémiste, de l'idéologie et des choix personnels? Une clé m'a semblé de distinguer le moment de l'entrée dans l'extrémisme et la décision de s'y engager, de différencier ces deux notions. Cette décision reste parfois à la limite de l'inconscient, et il m'a semblé qu'elle s'enracinait souvent dans un événement intime qu'on pouvait déchiffrer psychanalytiquement dans un entretien ou dans une autobiographie, mais qui échappe peut-être à un autre style d'approche. Le moment de l'entrée, lui, est plus facile à repérer. Il tient souvent à une rencontre, celle d'un endoctrineur, d'un amant ou d'une amante, d'un ami ou d'une amie.
à un incident ou à un hasard qui, en établissant un lien avec l'événement intime décisif préalable, précipite l'engagement terroriste, puis le passage à l'acte. J'ai donc cherché et décrit, dans chaque cas que j'ai lu ou entendu, le point d'articulation entre l'emprise de l'idéologie et ces événements intimes. Donc je vais vous parler des images archaïques. Parmi ces événements intimes, qui sont de différentes sortes, je me suis intéressée d'abord au rôle de certaines images souvent précoces. Comment opère en effet l'endoctrinement? Il use bien sûr de la voix, mais aussi, notamment dans le cas du djihadisme de Daesh, mais il faut remarquer que c'était déjà le cas chez les Brigades Rouges, où l'image était déjà très importante. Donc l'endoctrinement use d'images ultra-violentes qui hypnotisent ses cibles, les clivant profondément entre l'attraction et l'horreur, un fonctionnement caractéristique de la perversion, par ailleurs. Or, en étudiant des exemples précis, on s'aperçoit que la propagande fonctionne en télescopant ses contenus répulsifs avec des images anciennes, gardées dans l'inconscient, qui, à la faveur d'une occasion contingente, le moment de l'entrée, ce que j'ai appelé tout à l'heure le moment de l'entrée, vont servir de matrice à un futur déchaînement de violence. Je vais donc commencer par un court exemple qui permet de comprendre le problème, que je résume à partir de ma lecture de l'autobiographie de David Valla, qui est donc disponible, condamné à de la prison en 1997, après les attentats du GIA à Paris en 1995, à Paris et à Lyon, qui a été condamné donc pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. J'appellerai D le héros de l'autobiographie pour le distinguer de l'auteur, pour maintenir la distance entre ce qui est écrit et celui qui écrit. Donc je résume beaucoup. Bouleversé par le film Nuit et brouillard qu'il avait vu au collège, et notamment par les images des enfants juifs tatoués, D élabore un fantasme dans son enfance, enfin, fin de l'enfance, début de l'adolescence. Ce fantasme, c'est un enfant est martyrisé sur le modèle du structure. Bon, ça, c'est ma lecture. Il ne dit pas j'ai élaboré le fantasme, un enfant est martyrisé. C'est ce qu'on voit dans le matériel c'est ce que je lis, moi, dans le matériel qu'il amène. Donc, un fantasme, un enfant est martyrisé sur le modèle structural du célèbre Un enfant est battu de Freud, dans lequel il s'identifie inconsciemment à un tel enfant martyrisé. Il se convertit à 15 ans à l'islam, il apprend l'arabe, il change de prénom et il se livre à de la petite délinquance. Des contacts qui gravitent autour de la mosquée qu'il fréquente lui montrent alors des photos et des films d'enfants bosniaques blessés ou tués. On est dans les années 90. Voilà l'entrée en jeu de la propagande. C'est un déclic pour lui et il décide de partir en Bosnie. Là-bas, comme tout ne se passe pas comme il le souhaitait, il revient et il se rend finalement en Afghanistan. Il devient alors un candidat au martyre, la seule chose qui guérit selon lui de la peur de la mort. Il a d'ailleurs des pages intéressantes sur le martyre. Il est clair que l'endoctrinement, dans son cas, est rendu efficace par la connexion qu'il fait explicitement des images des enfants bosniaques, qu'il voit à ce moment-là, les images de la propagande, avec celles des enfants juifs du film Nuit et brouillard, renvoyant à son fantasme plus ancien, un enfant est martyrisé. Or, il s'apercevra plus tard, il le dit dans son livre, bon, il ne fait pas forcément la connexion comme moi je l'ai fait, mais ce qu'il raconte, c'est que plus tard, il s'apercevra que sa mère ne lui avait pas tout dit sur sa naissance et que ce fantasme, on s'aperçoit, a pour soubassement les non-dits de la mère de D. En effet, cette mère idéalisait son propre père, qui était un combattant communiste dont elle parlait sans cesse à l'enfant, donc était donc le grand-père maternel de l'enfant. Et elle ne lui avait jamais dit que son père à lui, le père de D, était un Italo-juif. Alors si elle ne lui en avait pas parlé, ce n'était pas du tout pour ces raisons-là, c'est parce qu'il était proxénète et qu'elle avait honte de dire qu'elle-même avait été prostituée. Donc du coup, elle avait complètement mis de côté le père. Et elle ne lui avait jamais dit que son père était un Italo-juif, d'où le choix du prénom David qu'il portait. Donc au fond, pour conclure, je dirais que ce sont des images en attente, comme celles de Nuit et brouillard, qui sont soutenues par un fantasme inconscient, un enfant est martyrisé, qui ont amené D à répondre à l'interpellation par la propagande et à la reprendre, surtout à la reprendre à son compte de façon active. Voilà, donc ça c'est un exemple où on voit qu'on a donc une image à un moment donné qui frappe,
Pourquoi est-ce qu'elle frappe? Elle frappe parce qu'elle renvoie à un fantasme inconscient lié au non-dit de la mère. Et plus tard, face à des images de propagande, il se fait une connexion et la personne va croire aux images de la propagande avec la même certitude qu'elle croit à son propre fantasme. Je vais le développer avec d'autres exemples. Donc voici un second exemple de ces images anciennes, à partir du cas d'une jeune fille, Emna, âgée de 23 ans, que j'ai rencontrée à l'UHSA juste avant sa sortie de détention. Elle avait été accusée d'apologie du terrorisme car elle avait pris ouvertement la défense des attentats de 2015. Elle était une revenante de Syrie qui jouait un rôle de meneuse en prison. Mère de 2 enfants qu'elle avait eus respectivement à 15 ans et à 16 ans, elle s'était convertie à 14 ans à l'islam à l'incitation de son époux, Adel, et elle avait modifié son prénom qui était auparavant Emma. Devenue salafiste, donc, à l'âge de 14 ans, elle portait alors le voile intégral, à la demande de son époux. Partie en Syrie avec son mari avant 2014, elle n'a pas été inquiétée au retour, puisque ça, comme vous le savez, le traitement judiciaire a beaucoup changé après les attentats. Donc, elle n'avait pas été inquiétée au retour, elle avait même essayé d'y retourner plus tard pour rejoindre son mari qui était là-bas, mais elle avait été arrêtée à la frontière. Presque toutes les nuits, elle me raconte, donc ça c'est dans l'entretien, presque toutes les nuits, Emna rêve de se faire exploser comme une kamikaze, surtout si elle a pensé à son époux Adel dans la journée. Elle reste amoureusement fixée à son mari et en même temps, elle se dit décidée à s'en séparer pour mener une vie normale, c'est son terme. Ainsi, elle tient à la fois un discours de mère aimante, qui veut s'occuper de ses enfants et se séparer d'un mari terroriste, et en même temps, elle tient aussi un discours de possible futur terroriste kamikaze, comme si ces thèmes parallèles ne se contredisaient pas, ne se rencontraient même pas. C'est-à-dire que dans le même entretien, elle peut tenir des discours qui sont totalement antagonistes. S'il est clair que le début de son engagement djihadiste est lié à sa rencontre à l'adolescence de son mari Adel, qui était alors déjà très compromis, les événements intimes qui sont pour Emna à la racine de sa violence future sont des souvenirs beaucoup plus anciens. Dès l'âge de 6 ans, elle a commencé à souffrir de crises d'angoisse après que son père l'a menacée d'une arme en lui déclarant « Pourquoi je tirerai pas ?» Cette image la hante d'autant que son père, la hante donc après coup, d'autant que son père a ensuite tué sa mère à coups de poing alors qu'elle avait 11 ans. Donc, si vous voulez, il l'avait menacée à 6 ans, donc cette image est gravée en elle, et à 11 ans, le père a tué la mère à coups de poing. Sa mère s'était elle-même convertie, et elle portait le voile devant sa fille, encore enfant. Et elle était parfaitement soumise à son futur assassin, donc le père d'Emna. Or, Emna répète la situation maternelle. Elle s'est convertie et soumise à Adel, un homme extrêmement violent, qui l'a poussée à aller en Syrie et peut-être incité au kamikaze. Son inconscient a condensé la propagande djihadiste, c'est-à-dire les images d'enfants syriens maltraités et de femmes tuées qu'elle invoque pour défendre ses convictions, avec ses propres souvenirs d'enfance violents, c'est-à-dire cette image du père qui dit « Pourquoi je ne tirerai pas sur toi ?» D'où ces cauchemars où elle se fait exploser. Enfin, du moins, c'est mon interprétation. Cette condensation produit ces cauchemars. Il est évident qu'un passage à l'acte reste possible à sa sortie de prison. C'est un exemple, effectivement, où on voit qu'elle forme ce que j'ai appelé un couple fatal avec son mari Adel, c'est-à-dire qu'elle est à la fois décidée à aller s'occuper de ses enfants et de rompre avec lui, de divorcer, et puis dans la même conversation, enfin dans le même entretien, elle peut dire que c'est le seul homme de sa vie, qu'elle sera toujours son épouse, et nous raconter ses cauchemars de kamikaze qu'elle fait chaque fois qu'elle pense à lui dans la journée. Voilà. Donc, si vous voulez, ça illustre bien les cas où on ne sait pas trop, au fond, à quoi s'en tenir par rapport aux intentions de quelqu'un. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la violence a tendance à flamber dès que les deux sont réunis. On découvre sur ces exemples, les 2 exemples que j'ai donnés, j'en ai exposé d'autres dans mon livre, comment des images imposées dans l'enfance,
Bon, ça peut être des souvenirs écrans, des images traumatiques comme celles que je viens de donner, des rêves, voire une image de cinéma, comme dans le cas de David Valla, ou encore des traumas, donc, sont déterminants dans l'orientation des futurs terroristes. Alors, comment ça fonctionne? Il se trouve que nous croyons à nos souvenirs visuels. Nous croyons à des images archaïques qui nous restent en mémoire ou qui nous reviennent à certains moments. Parce que Freud a appelé, par exemple, des souvenirs écrans, on croit que ça s'est passé. Même si on se dit que c'est évident que ça c'est invraisemblable, on a une prégnance par rapport à ça, une croyance. Bon. Donc nous croyons à ces contenus. Nous y croyons un peu comme un halluciné croit à ses hallucinations, d'une certaine façon. C'est-à-dire sans beaucoup de distance. Et lorsque ces images intérieures se connectent aux images externes de la propagande, par l'intermédiaire d'un point d'accroche, par exemple l'endoctrineur dans le cas de David Valla, ou bien Adèle, le mari d'Emna, dans le cas d'Emna, il s'opère ce que moi j'ai appelé un transfert de conviction. Nous nous mettons à croire à ces images de la propagande extérieure, comme nous avons cru et comme nous croyons toujours à celles de notre passé. La conviction attachée à ces souvenirs visuels anciens se glisse dans les images de la propagande, qui devient alors inconditionnellement vraie. Dans la science des rêves, Freud a nommé tableau inconscient, en allemand Unbewussten Szenen. Donc il a nommé, parce qu'en allemand c'est plutôt scène inconsciente, tableau, enfin, c'est traduit en français par tableau inconscient. Donc Freud nommait tableau inconscient ces souvenirs visuels, infantiles, qui sont essentiels au processus de figuration dans le rêve et qui sont même responsables du fait qu'on rêve en images et qu'on croit à nos rêves. Quand on rêve, on croit que ça se passe, en général. Il est donc particulièrement intéressant d'articuler la place de ces images inconscientes à la présence croissante des images et des nouveaux médias dans la fabrication des djihadistes du XXIe siècle. Ces images anciennes, peuvent être qualifiées de destinales au sens où Freud a parlé d'une compulsion de destin, soit d'une articulation entre le hasard et l'inconscient qui donne à notre vie ce côté tramé qui nous angoisse parfois. En effet, la compulsion de destin est un autre nom de la compulsion de répétition qui nous amène à répéter sous des formes nouvelles ce que nous voudrions précisément éviter de notre passé. Freud a ainsi décrit l'orientation démoniaque de certaines vies dont le cours apparaît comme la trame d'un destin, je cite, préparé par le sujet lui-même et déterminé par des influences de la petite enfance. Il évoquait aussi, à propos du fantasme Un enfant est battu, la manière dont certains êtres humains procurent sa réalisation à la situation fantasmée pour leur plus grand malheur. Ces mots, les mots de Freud, préparer, procurer sa réalisation, insistent sur le choix, la décision et la responsabilité de ces êtres humains en question. On est loin d'une passivité fataliste liée à un destin subi. C'est-à-dire, ce n'est pas une conception du destin comme une fatalité de naissance. Voilà. Donc on est loin d'une passivité fataliste liée à un destin subi, mais plutôt face à une activité créatrice, souvent pour le pire. Et quand je lisais les autobiographies de ces extrémistes, ou quand j'écoutais des patients, j'ai repensé à ces passages freudiens, de cette conception qu'il a de la compulsion de destin, qu'on retrouve d'ailleurs aussi, puisque je trouve que je travaille aussi évidemment avec des criminels normaux, si je puis dire, c'est-à-dire pas terroristes, on retrouve ça d'une manière telle que des fois je me dis, si on faisait un film avec la vie de cette personne, on dirait au réalisateur ou au scénariste que c'est complètement tiré par les cheveux, tellement c'est incroyable. Voilà. C'est vraiment des répétitions et des hasards qui ont l'air d'être fabriqués. Alors je vais maintenant vous parler du fantasme, donc vous donner à partir d'un autre exemple où un fantasme infantile, cette fois-ci, est renforcé par un trauma à l'adolescence et qui est tiré donc de l'autobiographie d'une femme terroriste, Cathy Wilkerson, qui était membre des Weathermen, donc ce groupe américain qui luttait contre la guerre du Vietnam et pour les droits civiques des Noirs, donc ce groupe américain des années 60 dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors dans cette autobiographie, on voit plusieurs points cruciaux qu'on retrouve aujourd'hui chez les djihadistes. Donc l'importance du couple, qu'on voit souvent, là, parfois du groupe, mais souvent aussi du couple, qui était sensible dans le cas d'Emna, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
mais ici dans une visée totalement différente, on va le voir. L'importance de la conformité aux idéaux d'un groupe, qui est très importante aussi dans le terrorisme, et, ce qui moi m'intéressait particulièrement, la racine intime de la violence par un fantasme précoce qui a été renforcé de façon traumatique à l'adolescence. Cathy Wilkerson, petite, avait régulièrement un cauchemar de feu, c'est-à-dire un cauchemar où il y avait le feu chez elle, chez ses parents. Un jour, elle décide de réaliser ça, c'est-à-dire que dans la journée, elle allume un feu, enfant, elle avait 8 ans, je crois, après un cauchemar comme ça, elle allume le feu le lendemain chez elle. Bon, ça, si vous voulez, c'est pour moi la matrice 1 de l'événement intime, qui est déjà un passage à l'acte, il faut bien noter. Il se trouve que 20 ans après, Cathy Wilkerson va faire sauter, par hasard, entre guillemets, la maison de son père, que son père lui avait confiée, soi-disant, pour 10 jours à New York. Donc ça a été quelque chose de très célèbre, cette explosion. Ça s'appelle la Townhouse. C'était donc une très belle maison. Son père était un grand publicitaire, et donc riche. Et donc elle a fait sauter cette maison. Plutôt, elle l'a fait sauter. C'est pas elle qui l'a fait sauter, c'est son amant, qui était un leader des Weathermen nommé Terry Robbins. Et donc, pendant les vacances, ils ont fabriqué des bombes dans cette maison afin de faire des attentats meurtriers. Et malheureusement, il y a eu un accident. Enfin, malheureusement ou heureusement, puisque la suite n'aurait pas été très drôle. Donc, il y a eu un accident. Ils ne savaient pas fabriquer les bombes, donc tout a sauté. Et les artificiers sont morts, mais elle n'est pas morte parce qu'elle était à l'étage au-dessus, parce qu'elle était obsédée par une seule chose, c'était faire le ménage pour rendre la maison propre à son père. Elle devait rendre la maison le lendemain à son père, et donc elle pensait surtout à ça. Ça lui a sauvé la vie. Bon. Son amant, cet amant, Terry Robbins, avait été choisi selon un fantasme qu'elle avait édifié à l'adolescence, et qui est pour moi la matrice 2 de l'événement intime. La matrice 1, c'était donc ce feu. La matrice 2, ce feu chez les parents. La matrice 2, donc... ça vient de quelque chose qui s'est passé donc à son adolescence. Donc ses parents étaient divorcés, le père donc les prenait en vacances et il avait un voilier et il les emmenait dans la baie de l'Hudson faire du bateau comme ça pendant 15 jours, enfin je ne sais pas 15 jours, une semaine, j'en sais rien, et mais tout seul avec ses filles, il n'avait que des filles. Et donc à un moment donné, un jour, il y a eu un orage très violent, le bateau a failli sombrer. Et le père a fait descendre ses filles dans l'intérieur du bateau, et lui, donc, il a affronté la mort dans cette tempête, et il les a sauvées. Et à ce moment-là, pendant que Cathy Wilkerson était dans la cale, enfin, je ne sais pas si c'est la cale ou dans la cabine, il se passe un contresens chez elle. Un contresens, c'est-à-dire que là où son père affrontait la mort pour sauver ses filles, elle va l'interpréter d'une manière différente. Elle dit, donc, dans sa biographie, dans son autobiographie, que tenant le coup pendant que le bateau vacillait et tanguait, je la cite, « J'avais trouvé une place profondément enfouie en moi où l'acceptation de la mort ouvrait à la possibilité du courage. » Voilà. Donc, elle trouve cette place d'acceptation de la mort qui ouvrirait à la possibilité du courage, alors que son père, en fait, est plutôt en train de refuser la mort. Vous voyez, donc il y a un contresens sur le père à ce moment-là. Et donc, mon hypothèse, c'est que la matrice 1 du feu et cette matrice-là 2 de pour le coup, ce trauma, en fait, ce naufrage éventuel, donc c'est ça qui va orienter ses choix amoureux. C'est-à-dire qu'elle va choisir toujours des maîtres de la mort. Des maîtres de la mort. Donc Terry Robbins, ça va être le premier maître de la mort. Donc c'est celui qui a sauté dans le poseur de bombes qui a sauté dans la maison à New York de son père, qui avait sauté la maison de son père et qui a sauté avec elle. Et alors ce qui est incroyable, quand je vous parle des répétitions, c'est que donc une fois mort, une fois après, elle a été mise à l'index chez les Weathermen, évidemment, ils étaient underground, donc elle est passée dans l'underground, elle a été cachée, parce qu'évidemment il y avait le FBI qui était partout, etc. Et qu'est-ce qu'elle va faire après ? Alors, il faut dire qu'elle n'a jamais fait de prison. Quelqu'un qui n'a pas fait de prison, comme beaucoup de Weathermen. Ça paraît curieux aux États-Unis, mais la plupart des Weathermen n'ont pas fait de prison à cause des recherches illégales qui avaient été faites par le FBI avec des écoutes.
Et donc, toutes les procédures ont été annulées, et donc, ils n'ont pas fait de prison. Et donc, ça a été son cas. Et donc, le partenaire suivant qu'elle va trouver, c'est un deuxième poseur de bombes, mais cette fois-ci, un poseur de bombes qui sait poser les bombes, avec lequel elle va continuer son activité de poser des bombes, et dont elle va faire le père de son enfant, et le laisser tomber après avoir fait cet enfant avec lui. Voilà. Donc, vous voyez, une sorte de répétition très curieuse, et que j'attribue donc à cette place du maître de la mort, qui l'attire de manière érotique, quoi. Voilà. Et donc, elle forme avec son partenaire ce que j'ai appelé, moi, un couple fatal, c'est-à-dire des couples fatals qui sont des couples qui, fusionnant dans une synergie de leurs fantasmes, jettent une étincelle qui va mettre le feu aux poudres et enclenche des détonateurs. Ainsi, cet amant, Terry Robbins, qui était un jeune Américain de 23 ans, qui était l'inventeur d'ailleurs du nom des Weathermen, qui est un titre emprunté à une chanson de Dylan, eh bien, voulait mourir dans une flambée de gloire, disait-il, comme Butch Cassidy et le Sundance Kid, des héros de western qu'il adorait. Et c'est ce qu'il a réalisé, lui aussi. Lui aussi a réalisé cette aspiration qu'il avait donc écrite avant de se faire sauter, même si c'était un acte manqué, etc. Enfin, on ne peut que remarquer la correspondance. Et voilà la question que se posait quelque temps avant sa mort ce Terry Robbins, qui m'a beaucoup frappé. Tout le monde peut-il devenir radical, ou cela vous arrive-t-il seulement parce que vous êtes vous? Qui me paraît une question très pertinente, que j'ai, au fond, d'une certaine façon, reprise dans mon livre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a en vous aussi qui va faire que vous allez suivre cette voie? Ce qui animait aussi Cathy Wilkerson, c'était l'ambition d'être elle-même un leader, en fait, car elle avait été infériorisée comme fille dans sa famille. Pour cela, elle avait besoin, c'était son plan, de cette façon consciente, elle avait besoin de s'appuyer sur un homme de paille pour vivre le pouvoir par procuration, puisque c'était les hommes qui avaient le pouvoir, même si on était en pleine révolution sexuelle, c'était quand même les hommes qui avaient le pouvoir, y compris jusqu'au droit de cuissage. Donc, vivre le pouvoir par procuration, et c'est pour ça qu'elle s'était rapprochée de ce Terry Robbins, choisi sur le modèle fantasmatique du maître de la mort. Et c'est une attitude qu'on peut retrouver aussi chez des femmes djihadistes. Alors, d'autres exemples, on peut voir d'autres exemples féminins, quelque chose qui a à voir, mais que ça peut se retrouver chez des hommes, quelque chose qui a à voir au préjudice subi. Freud s'est penché sur le cas des personnes qui ont subi un préjudice dans leur enfance, dans un article qui s'appelle « Quelques types de caractères à partir de la psychanalyse », un article de 1915. Et donc, ce sont des personnes, pour lui, qui ont subi un préjudice dans l'enfance et qui en déduisent leur droit à des revendications exorbitantes pendant toute leur vie. Il s'appuie notamment sur sa lecture de Richard III de Shakespeare. Ce roi, difforme de naissance, considérait de ce fait que les plaisirs de l'amour lui étaient interdits. Il avait décidé de compenser par le crime ce préjudice dont il était innocent, sa laideur, sa difformité. Bon, là, Freud fait un saut audacieux, à mon avis, parce que ça peut paraître un peu insolite de comparer la disgrâce physique de Richard III au simple fait d'être une fille, mais enfin, c'est le saut que Freud fait. C'est-à-dire qu'on passe dans le texte du préjudice de Richard III au préjudice du fait d'être fille et d'avoir envie d'être un garçon. Donc Freud va étendre curieusement cette analyse à nombre de femmes qui, dit-il, se sentent sous-estimées par rapport au mâle du fait de leur sexe, bon ça c'est vrai, bon, et en déduisent un droit éternel à réparation. Alors ainsi, l'amour et les hommes ont joué un rôle fondamental dans l'engagement politique de cette jeune femme dont je parlais tout à l'heure, enfin cette ex-jeune femme Anna-Laura Braghetti, seul membre féminin du commando qui a séquestré et assassiné Aldo Moro en 1978 et qui donc a écrit son autobiographie dans les 20 années qu'elle a passées en prison après. Alors c'est un cas qui est très complexe, c'est assez compliqué, donc je vais vous simplifier par rapport à ce que j'ai fait dans mon livre. En fait, il y a une compulsion de répétition qui va aboutir à ce crime, la mort d'Aldo Moro, qui va se déclencher à la mort du père de Anna-Laura lorsqu'elle va rencontrer un révolutionnaire qui va l'entraîner dans les Brigades Rouges, Bruno Seghetti. Cette compulsion est selon moi une compulsion sacrificielle. Cette jeune fille a été sacrifiée à son frère. Bon, moi, c'est ce qu'elle raconte. Elle a été sacrifiée, mais bon, elle est dans une famille très
famille romaine traditionnelle, donc avec des valeurs plutôt phallocrates, effectivement. Bon. Donc elle a été sacrifiée à son frère. Elle raconte dans son autobiographie un souvenir extrêmement prégnant, une scène dans laquelle on l'avait punie parce qu'elle ne savait pas attacher ses lacets, alors qu'on attachait gentiment les lacets de son frère. Elle était enfermée dans la salle de bain, obligée d'attacher ses lacets toute seule, alors que son frère, lui, on lui attachait ses lacets et on le faisait pour lui. Donc ça, c'est une sorte de scène écran, de traumatisme écran qu'elle raconte dans son livre. Mais cette compulsion où elle est sacrifiée à son frère se répète d'une manière pire lorsque son père meurt. Leur père meurt, et alors qu'elle va commencer des études universitaires, la famille fait un conseil de famille, et elle doit abandonner ses études à la demande de sa famille pour permettre à son frère de faire ses études, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour que les deux fassent leurs études. Donc elle est sacrifiée à nouveau à son frère. À ce moment-là, elle rencontre Bruno Seghetti, donc un activiste déjà bien avancé dans l'extrémisme, qui va l'entraîner dans les Brigades Rouges et à qui elle va permettre, tout en le déniant sans arrêt, dans une sorte de déni permanent, d'entreposer des armes chez son père. Donc elle a hérité de l'appartement de son père, donc voilà, et donc va commencer pour elle une sorte de double vie, avec d'ailleurs 2 prénoms, Laura et Camilla. Elle va avoir un nom de guerre, Camilla, et un nom, garder son nom Laura, pour aller travailler, etc. Donc une sorte de clivage, là encore, un peu comme dans le cas de Emna, mais vraiment inscrit dans sa vie. Donc Anna Laura Braghetti va entrer, à la mort de son père, dans une sorte de renouvellement aggravé de ce préjudice sexiste qu'elle avait déjà subi enfant, avec l'histoire des lacets, dont le lacet était la trace, disons, qu'elle conservait. Alors, est-ce que c'est ça qui lui aurait donné le droit subjectif de retourner la situation d'une façon extrémiste en se faisant de façon répétée l'agent du sacrifice? Au fond, ce serait le raisonnement freudien. Au fond, ayant subi un préjudice, ça te donne le droit de te venger sur ta famille, sur la société, sur tout le monde, et de devenir terroriste, par exemple. Au fond, c'est des explications qu'on trouve parfois dans la littérature sociologique, ça, au fond, ce droit, enfin pas ce droit, mais l'idée que c'est une vengeance comme ça liée à des choses sociales, ou par exemple là, le phallocentrisme de la famille. Est-ce que donc sous l'influence néfaste de Bruno Seghetti, elle aurait étendu sa vengeance à la société petite bourgeoise? Est-ce que cette explication suffit? Eh bien, je ne pense pas qu'elle suffise. Et il me semble que justement son autobiographie apporte sur ce point un exemple qui m'avait beaucoup frappé, puisque c'est la première autobiographie que j'ai lue d'ailleurs. C'est qu'il y a aussi dans son cas une image matricielle absolument déterminante, une image traumatique absolument déterminante, celle de sa mère morte quand elle était petite, renversée par une voiture, qui joue un rôle crucial dans les assassinats qu'elle va commettre dans les années 78-80. Et c'est ça l'événement intime, encore une image archaïque qui va orienter la compulsion de répétition. Bon, c'est assez long à expliquer, donc je ne vais pas le faire, mais ce que je veux dire, c'est que elle a donc cette image qui l'a beaucoup frappée. Elle a assisté, si vous voulez, au fait que sa mère soit écrasée par une voiture. Elle l'a vue par terre dans une tache de sang. Et elle dit, dans son autobiographie, qu'elle a grandi, je la cite littéralement, qu'elle a grandi dans cette tache de sang. Elle a grandi dans cette tache de sang, dont elle ne pouvait parler à personne, car elle voulait la garder pour elle seule comme un secret. C'est quelque chose qui était à elle et qu'elle ne voulait céder à personne. Et en fait, c'est assez intéressant, puisque c'est quelqu'un qui n'a jamais reconnu que l'assassinat d'Aldo Moro était un crime. Pour elle, ce n'était pas un crime, c'était quelque chose... Enfin, c'était quelque chose qui était politique. Tout ce qu'elle a fait, elle considère que c'était politique et donc justifié, mais elle considérait qu'elle ne voulait pas cet assassinat, qu'au dernier moment, elle avait... Parce que bon, ils l'ont quand même gardé pendant 55 jours, donc ils ont vécu avec lui pendant 55 jours avant de l'exécuter. Donc, elle avait plutôt voté contre cet assassinat, donc elle ne se considérait pas comme responsable de cet assassinat. En revanche, après, donc elle rentre dans la clandestinité, évidemment, après l'assassinat d'Aldo Moro, et elle va être prise pas très longtemps après, 2 ans après, mais entre-temps, donc, elle va être désignée par un vote pour exécuter un juriste qui est pris comme symbole, qui n'a jamais rien fait d'ailleurs, mais enfin qui est pris comme symbole de je ne sais quoi. Et donc, elle est tirée au sort pour l'exécuter. Donc, voilà,
décide de le faire. Et donc, elle l'exécute de balle à bout portant à la sortie de l'université. Un professeur, donc. Et au moment où elle le voit comme ça, en sang sur le trottoir, dans son autobiographie, juste après, elle dit qu'à ce moment-là, le souvenir de sa mère en sang lui revient à la mémoire, c'est-à-dire comme quelque chose qui la paralyse. Et bon, c'est après, donc elle raconte, dans sa autobiographie, c'est après qu'elle va raconter ce qui s'est passé avec sa mère, elle ne le dit pas avant, elle enchaîne là-dessus. Et c'est intéressant parce que c'est le seul crime qu'elle reconnaît. C'est-à-dire après, elle va avoir des remords par rapport à ce crime, et alors que l'assassinat d'Aldo Moro, elle n'en avait aucun. Voilà. Bon, après, moi j'ai essayé de me servir de l'autobiographie pour expliciter beaucoup plus en détail son parcours et qu'est-ce qui l'avait fait passer de témoin de ce drame, de cet accident de sa mère, à assassine, enfin, à vouloir prendre la place du bourreau. Voilà. Bon. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les exemples. Je vais juste conclure sur le suivi et la prévention. Je pense que l'important, effectivement, de tout ça, enfin, moi, ce qui m'a animé dans ce travail, c'était d'essayer d'en tirer des conséquences pour le suivi et la prévention des djihadistes. Même s'il s'est imposé et que tout le monde l'utilise, et donc je ne vais pas, moi aussi d'ailleurs, je trouve impropre le mot de radicalisation pour la raison suivante, parce qu'il fait croire, je trouve, à un processus passif, qui a parfois été assimilé à un processus sectaire même, et ça, on retrouve ça dans la bouche des djihadistes. Ceux que j'ai vus en prison, c'était comme ça qu'ils en parlaient. Et il me semble que ça évoque, le terme même évoque une surimpression de la propagande sur une nature vierge initiale. C'est-à-dire qu'on aurait l'impression qu'on a une cire vierge, vous voyez, sur laquelle on imprime la propagande, et ça donne un djihadiste. Et après, il suffirait d'enlever cette empreinte de la propagande, et ça serait ça, il y aurait radicalisation et déradicalisation en miroir. Comme si c'était des êtres passifs auxquels on a imposé quelque chose, et après, il suffit de leur enlever et ils redeviennent comme avant. Bon. Et je trouve que le terme de radicalisation, déradicalisation, d'une certaine façon, c'est une opposition qui induit... les mots ne sont pas innocents, ça induit un peu cette conception. Voilà. Et en fait, il me semble qu'au-delà du moment contingent de l'entrée dans le djihadisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, pour moi, revenir à l'événement intime qui a permis à l'interpellation par l'endoctrinement d'être efficace, de faire que la personne va non seulement croire à l'endoctrinement, puisque tout le monde ne croit pas à l'endoctrinement, il y a quand même beaucoup de gens qui n'y croient pas, enfin, en tout cas, ils y croient comme ça, mais ils ne vont pas se mettre à passer à l'acte. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont y croire comme un contenu qui va mobiliser complètement, qui va les mobiliser jusqu'au passage à l'acte. Pour permettre à quelqu'un de retrouver en lui-même ce point d'accroche intime enfoui, qu'il méconnaît, alors même qu'il peut l'énoncer, soit en passant dans un entretien, soit l'écrire dans son autobiographie, parce que ces personnes qui écrivent dans l'autobiographie ne se rendent pas du tout compte, au fond, de ce qu'elles écrivent. Elles n'en tirent pas les conclusions, si vous voulez, elles racontent, vous voyez, mais elles ne font pas elles-mêmes les déductions. Bon. Eh bien, je ne vois pas d'autre moyen, moi personnellement, qu'une psychothérapie analytique individuelle assez suivie. Alors, je pense que c'est seulement en revenant à cet événement intime, en mesurant sa force de conviction, qui est ensuite transférée sur la propagande, qu'un autre choix est éventuellement possible. Alors, on peut objecter que cette démarche ne peut être que volontaire, et c'est vrai. Mais là encore, je pense une technique possible, on peut essayer d'y intéresser les personnes en cause et d'obtenir leur consentement à condition de ne pas présenter cette démarche comme utilitariste pour la société, vous voyez, comme quelque chose qui fait partie de la punition et de ses suites, de l'injonction de soins, etc., mais comme une offre pour les aider à voir où ils en sont. Si les djihadistes que j'ai rencontrés, comme d'ailleurs d'autres personnes inculpées de crimes, étaient réticents, surtout avant leur procès, bien sûr, à parler des faits, ce qu'ils appellent toujours les faits, ou de leurs aspirations futures, et s'ils répètent souvent, les djihadistes, la leçon toute faite qui les présente comme étant passés à autre chose, ayant été endoctrinés, étant passés à autre chose, eh bien, au fond, ils étaient au contraire toujours très intéressés, très en demande de parler de leur passé, de leur famille et des événements et souvenirs de leur enfance. Et je pense qu'au fil de la parole, ces réticences-là peuvent disparaître, l'intérêt peut gagner, et au passage, on peut repérer des événements intimes qu'ils vont confier, et après, on peut essayer de les y reconnecter pour continuer un travail réflexif. En tout cas, c'est mon hypothèse. Voilà.
Merci pour votre propos. Cette question des raisons intimes, comme vous les appelez, ces superpositions, en fait, viennent donner vraiment du relief et de la nuance à la question du traumatisme et de l'engagement violent, pour ne pas utiliser radicalisation. Non, mais vous pouvez, hein, je n'ai pas dit que... Ça me gêne oui, pas qu'on utilise mais justement... J'ai critiqué l'illusion que donnait le terme. C'est ce que je retiens de votre propos, en fait, justement, la question de ces raisons intimes, mais l'idée de passivité, qu'on pourrait retirer quelque chose. Si je peux me permettre de reformuler votre propos, et de moi ce que j'en ai retenu, c'est cette question en fait d'un assemblage, d'une articulation, d'un accrochage entre ce tableau inconscient et une rencontre. Il s'agit de vraiment quelque chose, d'une superposition comme un effet un peu révélateur en photographie argentique de quelque chose qui vient se superposer. Et ce qui sous-tend du coup vraiment un travail en finesse avec et d'écoute avec les personnes qu'on peut rencontrer dans ce contexte. Et là où moi ça vient me mettre au travail, c'est effectivement toute la question de la confiance, de la temporalité et de du travail méticuleux que ça nécessite de pouvoir travailler ces choses-là. Vous écrivez dans votre livre, au fil de la parole, les réticences tombent, mais pour les professionnels, dans d'autres contextes, il y a le temps. Elles peuvent tomber, mais c'est surtout le temps qui n'est pas forcément le temps judiciaire, le temps de la prise en charge, et où il y a une collusion entre deux temporalités, la temporalité psychique et la temporalité des procédures. Enfin, en prison, les gens, ils ont du temps. Hein. Oui. S'il y avait plus de psychologues en prison pour les suivre, tout à fait. Si ce n'était pas une fois par mois, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Bon, il y aurait peut-être d'autres Mais c'est la question du dispositif, en fait. C'est la question des moyens aussi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas assez de moyens, ni à l'hôpital, ni en prison, quoi. Je veux dire, on a assisté récemment à des passages à l'acte assez graves au couteau, faits par des personnes quand même qui sortaient de l'hôpital psychiatrique et qui n'avaient pas qui n'avaient pas eu un suivi, si vous voulez, qui avaient arrêté leur suivi, etc. Il y a eu un à la Défense, un autre à Nanterre, je ne sais pas où. Bon, c'est vrai que, si vous voulez, s'il y avait plus de moyens, je pense que le suivi pourrait être mieux articulé, et que là c'est pas possible, en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous souhaitez approfondir certains points? Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je me posais une petite question. Quelle était l'intention, en fait, de ces terroristes dans le fait d'écrire? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils écrivent leur vie? Est-ce qu'il y a une intention, outre le fait de transmettre leur histoire, est-ce qu'il y a une intention, finalement, là aussi, de prévention ou d'attirer la société sur ce qui pourrait faire prévention? Oui, c'est une bonne question. Alors, je pense que ça a varié au cours du temps. Si vous voulez, il faut bien voir que dans mes recherches, j'ai commencé à l'anarchisme. Et à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, eh bien, les psychiatres et les directeurs de prison, en France notamment, et en Europe, étaient extrêmement gourmands de savoir ce que les anarchistes avaient dans la tête. C'est-à-dire, on était très loin du noli tangere, je ne veux rien savoir. C'était l'inverse, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Émile Henry, qui a quand même, dont j'ai étudié le cas et qui a fait le premier attentat de masse en France, en faisant sauter un café à la gare Saint-Lazare, eh bien, au moment où on le met en prison, et à l'époque, c'était pas 2 ans ni 3 ans, c'est-à-dire entre le moment où on l'attrape et la guillotine, c'était assez court. Eh bien, on lui confie des cahiers, des crayons, et on lui dit, mais raconte-nous ce qui t'est arrivé, etc., etc. Et c'est pareil pour beaucoup de prisonniers. C'est pas spécifique aux anarchistes, c'est vrai aussi pour les prisonniers. Donc, si vous voulez, là, c'est induit par le désir de savoir de la société qui veut savoir pourquoi ils ont fait ça. Donc ça, c'est une chose. Après, pour les personnes comme Cathy Wilkerson
Ou les brigades rouges. Les brigades rouges, comme j'ai dit, les brigadistes ont passé beaucoup de temps en prison, et je pense qu'il y a chez eux l'idée de savoir pourquoi ils ont fait ça aussi. Et bon, c'est pas une psychanalyse, mais ils ont quand même une idée pas de justifier, mais de raconter leur parcours, voyez. Quelqu'un comme Anna-Laura Braghetti ne renie absolument pas ses actes. Elle n'était ni repentie, puisqu'à l'époque, il y avait des statuts juridiques en Italie, on pouvait être repenti ou je ne sais quoi. Enfin, bon, il y avait différentes façons soit de dénoncer des gens, enfin d'avoir des remises de peine, en tout cas, en disant certaines choses. Elle a refusé, elle a fait sa peine complète. Voilà. En même temps, elle parle de ses remords du meurtre du professeur Bachelet, donc c'est assez contradictoire. Mais donc il y a l'idée quand même je pense, de revenir sur son trajet. Voilà, ça je crois qu'il y a un peu ça. Chez Cathy Wilkerson aussi, je pense. Alors, à la différence des écrits anarchistes, ce sont des choses qui sont faites longtemps après les actes, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps qui a passé entre les actes et le moment de revenir dessus. Mais on a des cas, j'ai étudié une autobiographie que je n'ai pas mise dans ce livre, mais d'une jeune extrémiste du même groupe, les Weathermen, qui, elle, a été écrite au moment des faits, juste au moment des faits. Après, elle est morte, d'ailleurs, d'overdose, juste après. Suicide, overdose, c'était pas clair. Une fille très, très folle, mais qui a fait une très, très belle autobiographie. Et là, c'est écrit au moment, enfin, juste à la sortie, quoi. Donc, effectivement, c'est assez variable, vous voyez, je pense. Il y a aussi le fait qu'entre le 19e siècle et le 20e siècle, ça c'est quelque chose que les littéraires ont étudié, le rapport à l'autobiographie a changé aussi. Il faudrait là entrer dans des... Bon, après il y a l'autofiction qui est apparue encore plus récemment, vous voyez, donc il y a tout ce côté-là. Bon. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que chez les djihadistes, là actuellement, les gens n'écrivent pas, parlent peu, vous voyez. C'est-à-dire celle de David Valla, par exemple, est assez exceptionnelle. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Enfin, ouais, j'ai un peu cherché, il n'y en a pas énormément. Et je pense que les pouvoirs publics n'ont plus du tout cette attitude de les faire parler, même avoir des même ce que je vous ai dit sur la psychothérapie individuelle, bon, ça fait sourire les gens, parce qu'évidemment, bon, ça paraît irréaliste. Pourquoi ? Tout simplement, ça ne coûterait pas plus cher qu'autre chose, hein, à mon avis, mais ça paraît irréaliste parce qu'on a l'idée, au fond, que c'est pas trop la peine, quoi. Voilà, enfin, je pense. Oui, je vous remercie également pour cette intervention parce que ça permet d'aborder la question certainement sous un angle beaucoup plus subjectif et par rapport à l'écoute. Et ma question porte sur les adolescents et les enfants. Pas les enfants revenants, les enfants tout court. Dans des services d'enfants et d'adolescents, on utilise parfois l'écriture ou le dessin également pour travailler avec eux. On rencontre la question de la rencontre à l'adolescence qui peut être déterminante également pour un avenir plus subjectivé. On rencontre des adolescents que l'on perçoit très vulnérables à ces mouvements radicaux. Et ma question serait, en tout cas ce qui me traverse l'esprit là à vous entendre, est-ce qu'à travers ces dessins ou à travers ces écrits, la question du fantasme archaïque, de ces images, peut aussi venir se révéler, donner lieu à une parole, être de façon finalement d'éviter peut-être la collusion avec le réel. Certainement que s'ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui peut leur permettre d'interpréter, enfin de eux-mêmes arriver à élaborer ce qu'ils ont dessiné ainsi, parce que évidemment, il faut qu'ils arrivent à l'élaborer eux-mêmes. C'est ça la difficulté, quoi. Bien sûr, on peut interpréter, mais il faut que ce soit repris par le sujet et qu'il élabore lui-même ce qui se passe. Sinon, il ne pourra pas s'en déprendre. Mais effectivement, oui, tout à fait. Je ne vois pas pourquoi. Oui, ça me paraît bien, oui. Et alors, en prolongement de cette idée, parce qu'on a parfois des jeunes adultes, des tout jeunes adultes de 18 ans, qui, eux, ne parlent pas, justement. Donc ne parlent pas, c'est-à-dire ils ne parlent pas, c'est-à-dire sont des personnes très inhibées pour qui la parole est compliquée parce que ça les fait approcher un monde interne menaçant finalement et viennent mais ne parlent pas. Bon, là, moi je crois que... On est dans des cadres peut-être un peu plus compliqués. Moi ça m'est jamais arrivé si vous voulez, mais bon, je veux bien croire que peut-être dans des cas d'injonction de soins ou je sais pas quoi, où les gens se sentent... Je sais pas, il faut arriver à les faire part. Il faut trouver ce qui les intéresse. C'est pareil avec des analysants, quand vous amène des enfants, etc. Bon, moi, ça m'arrive d'en suivre, pas beaucoup, mais un petit peu.
Bon, des fois, quand les parents les amènent, ils n'en ont absolument rien à foutre, mais bon, non, c'est vrai. Bon. Mais bon, des fois, bon, il suffit de trouver une accroche, un machin, je sais pas, le cinéma. Moi, je me sers beaucoup du cinéma parce que j'aime bien ça. Donc, je sais pas, il faut arriver à... Quelqu'un qui ne dit rien, c'est très rare. Voilà. Donc, il faut se dire, bon, si quelqu'un dit quelque chose, c'est déjà bien, il faut essayer. Ouais, bon. Après, bon, des fois, on n'y arrive pas, mais on essaye. Voilà. Si je peux compléter, en fait, je crois qu'il y a le contexte carcéral aussi qui permet peut-être d'avoir plus envie de parler, d'avoir enfin un endroit, un interlocuteur. Et enfin, c'est plus que carcéral, puisque moi, c'est l'hôpital. C'est-à-dire, oui. En fait, moi, ils sont sortis de la prison, si vous voulez, pour aller dans ces hôpitaux UHSA, qui sont comme passés de l'enfer au paradis, si je puis dire, parce qu'au niveau des conditions matérielles, déjà, c'est extrêmement confortable par rapport à la prison. Donc, évidemment, c'est très demandé. Et donc, mais enfin, en fait, effectivement, oui, ils sont très demandeurs de parler. Ça, c'est vrai. Mais bon, les djihadistes, ils n'étaient pas très demandeurs. Hein, c'est pas vrai. Ça, c'est pas. Ils étaient très réticents. Et moi, je m'en suis sortie en parlant pas de leurs actes au départ, en parlant plutôt leur demandant de me raconter leur enfance, en discutant comme ça. Et là, on les voit quand même s'ouvrir. Ils sont contents parce que personne ne leur a demandé, au fond. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Oui, en s'intéressant. Voilà. Mais bon, je ne méconnais pas la difficulté dans d'autres contextes. Je suis d'accord que... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vous remercie également pour votre intervention très intéressante. Moi, ma question était plus orientée sur votre entretien. Donc, moi, avec Madame Farlot, on représente un peu le centre pénitentiaire de Metz, et donc on s'occupe du quartier mineur. Et je me trouve très démunie justement sur les entretiens qu'on peut avoir avec eux. Et je me demandais, vous, avec votre positionnement professionnel, comment ça se passe dans l'entretien pour petit à petit bien distinguer ce qui est un événement entre guillemets matriciel, numéro 1, numéro 2, et vraiment l'événement, comme vous disiez, intime, qui serait un peu plus recherché, un peu plus profond. En fait, comment on construit un entretien pour éventuellement identifier tout ça, et puis sans avoir un entretien, on pourrait dire avoir un entretien plutôt maladroit avec un mineur, par exemple, sur toutes ces choses-là. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair, mais si vous voulez, moi justement, je considère que ça c'est une question de formation personnelle aussi, vous voyez. C'est-à-dire moi je ne prépare absolument rien. Je veux dire, je fais au hasard complètement. Je demande aux gens pourquoi ils sont là, voilà. Et puis après, je sais pas, ça va comme ça va. Et puis au moment de pendant l'entretien, on repère des choses, on repère des petits trucs. On laisse parler, on revient dessus. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc c'est pas une méthode. Bon, mais c'est vrai que je suis formée comme analyste, donc ça joue. Ça, c'est sûr que ça joue. Voilà, c'est-à-dire que justement, je m'en rends compte avec les personnes avec qui je travaille qui ne sont pas formées comme ça, sont obsédées par plusieurs choses qui empêchent toute écoute, à savoir, le patient veut les manipuler, on entend ça sans arrêt, et moi je leur dis, mais bon, ça va, il a pris 30 ans de prison, bon, il est là, il parle, soit il ment, il veut masquer les faits, il veut vous manipuler, je dis, mais bon... Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut faire, voyez, mais en plus, et donc ça empêche d'écouter, vous comprenez. Si vous avez l'idée que la personne en face de vous est là pour vous manipuler, bon alors je ne parle pas aussi de tous les préjugés qu'on peut avoir, que ce sont des êtres malfaisants, pédophiles, machin, etc., et qui aussi empêchent d'écouter. Voilà, bon, c'est pas que j'aime les pédophiles, hein, mais disons, bon, si on veut les écouter, il faut mettre ça de côté, il faut, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'à ce moment-là, on repère des petits trucs, et puis après, on y revient, et puis eux, s'ils sentent que vous avez touché quelque chose d'important, je pense qu'ils réagissent. C'est-à-dire, ils amènent des choses, et on est toujours très surpris. Moi, mes collègues ils me disent, ah bon, mais cet aspect mystique chez ce patient, ça m'est arrivé encore hier, d'un patient qui avait fait je ne sais quoi, enfin, c'était pas un djihadiste, hein, mais il était en prison, et d'un seul coup, il y avait un aspect mystique, etc. Il n'en avait jamais dit un mot, vous voyez, donc... Ça vient aussi comme ça, parce qu'on arrive à repérer quelque chose. Et après, je leur ai dit, mais vous n'avez même pas vu qu'il avait comment ça s'appelle,
un chapelet autour du cou. Bon, mais ce n'était pas pour ça, je n'avais pas posé de question, mais il avait parlé d'un rêve, vous voyez, enfin, je sais pas. Donc il y a tout ça, s'intéresser aussi aux rêves, par exemple. Moi, la première fois que j'ai demandé à un djihadiste qui était assez connu d'ailleurs, j'ai demandé ses rêves, il m'a regardé avec des yeux hallucinés, quoi. Il m'a dit, pourquoi vous me demandez mes rêves? Il était vachement inquiet. Alors j'ai dit, ah, ben, ça m'intéresse pour savoir, etc. Mais vous voyez, mais des choses comme ça peut marcher, quoi. Voilà. Mais il ne faut pas avoir un plan dans la tête. Bon. De toute façon, nous, on ne connaît même pas les dossiers, alors, pour vous dire. D'accord. À l'hôpital, on n'a même pas les dossiers. On sait juste ce qu'ils ont fait, mais c'est tout. On n'a pas le dossier, on n'a rien. Ok, je vous remercie. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question? Oui, moi j'étais intéressée par ce que vous avez dit à propos du lien avec les traumas infantiles. Et il se trouve que j'ai lu l'autobiographie de David Valla. J'en ai lu d'autres. J'aime beaucoup les autobiographies en général parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses justement au détour de ce qu'il raconte et de façon, je trouve... Enfin, voilà, moi je préfère ça au roman, pour tout dire. Et à propos de David Valla, moi, ce qui m'a frappé, c'est que non seulement il parle de cette information que lui avait cachée sa mère à propos de son père à lui, qui était proxénète et donc pour lequel elle travaillait, mais aussi il parle quand même de la violence de son beau-père qui a eu lieu justement à l'adolescence. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, et où il menace physiquement, je ne sais pas s'il va jusqu'au passage à l'acte, mais en tout cas, il le menace physiquement pour s'en défendre, parce qu'il trouve qu'il maltraite sa mère. Et je ferai le lien avec l'intervention précédente. Pour moi, il y a du transgénérationnel là-dedans, parce que si la mère en est arrivée à se soumettre à un homme pour travailler pour lui, et on ne sait pas le lien qu'il y a eu avec finalement... je ne sais pas, son propre père à elle, enfin je ne sais pas comment ça s'est... Mais voilà, pour moi... Son père à elle, si, ça y est, c'est décrit, c'était un père idéalisé comme oui, un héros communiste. Idéalisé, mais oui. Je veux dire, on ne sait pas quelle était la relation... Ah oui. Vous voyez, voilà, je ne sais pas, d'autorité, ou je ne sais pas comment appeler ça, peut-être de soumission quand même à ce père idéalisé, parce qu'on peut idéaliser quelqu'un qui... voilà. Voilà, moi ça m'avait frappé dans son parcours comme et lui effectivement c'est frappant parce qu'il ne fait pas tout à fait enfin il fait certains liens indirects mais des personnes qui le connaissent et qui ont lu mon travail m'ont dit qu'ils le connaissent bien, m'ont dit qu'il faisait absolument pas les liens que moi j'avais fait. Donc c'est pas si simple que ça, et on peut raconter des choses et pas le réaliser, si vous voulez. Vous voyez, c'est pas si... Oui, oui. Bah, comme d'ailleurs dans une analyse, on peut raconter plein de trucs et ne pas en tirer forcément des conclusions très rapidement. Hein. Oui, oui. On prend beaucoup de temps. Voilà. Oui, oui. Donc, mais effectivement, pour ce que vous appelez transgénérationnel, moi j'appellerais plutôt ça répétition, quoi. Un peu comme dans le cas d'Emna, où elle répète un peu aussi ce qu'a fait sa mère, vous voyez. Mais enfin là, il y a un motif oedipien chez David Valla de défendre la mère. Et lui-même, puisqu'il était quand même victime des violences de ce beau-père. Hein. On s'arrête là ?